Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une affaire qui a secoué tout un quartier tranquille, celle d'une jeune fille de 17 ans, au sein d'une famille apparemment sans histoire, qui s'est révélée être l'auteur de crimes d'une cruauté glaçante. L'histoire se déroule à Lakewood, dans l'État du Colorado, et prend toute son ampleur le 14 juin 2021. Les Parker, un couple de juristes reconnus pour leur intégrité, ont découvert une vérité insoutenable cachée juste sous leur toit. Leur propre fille, Ashley Parker, aurait perpétré une série de meurtres visant de jeunes étudiants prometteurs, tous âgés d'à peine quelques années de plus qu'elle. Son mobile, comme elle l'a elle-même avoué plus tard, tenait à un désir morbide de prouver sa supériorité intellectuelle, nourrie par une fascination malsaine pour la notoriété des tueurs en série. Avant que nous n'entrions dans les détails de cette affaire et que nous analysions comment tout cela a pu se dérouler en silence, je vous invite, si vous appréciez ce type de contenu, à laisser un like sous cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne, car cela m'encourage énormément. Le drame qui va nous occuper prend ses racines dans la vie d'une adolescente qui, aux yeux de tous, semblait remarquablement équilibrée. Ashley Parker avait 17 ans au moment de son arrestation. Elle était menue, de longs cheveux blonds pâles encadraient un visage doux et angélique, tandis que ses yeux verts d'une intensité rare lui donnaient un air parfois énigmatique. Au lycée, elle se distinguait par des résultats scolaires exceptionnels, toujours parmi les premières de sa promotion, particulièrement active dans le club de débat dont elle était la capitaine, et populaire auprès des professeurs comme de ses camarades. Il n'était pas rare de la voir converser avec l'enseignant de littérature ou de sciences avancées, en employant un vocabulaire d'une maturité surprenante pour son âge. Cette aisance sociale masquait parfaitement les pensées obscures qui la hantaient déjà. Quant à ses parents, Robert Parker, 46 ans, et Ellen Parker, 44 ans, ils exerçaient tous deux la profession d'avocat respectée dans la région de Lakewood. On disait d'eux qu'ils étaient intègres, impliqués dans différentes associations locales et prompts à soutenir des causes caritatives. L'image de la famille Parker frôlait la perfection. Pas d'antécédents de violence, de scandales ou même de simples altercations de voisinage. Leur maison, située dans un quartier paisible de Lakewood, était entourée d'un grand jardin parfaitement entretenu. Les voisins les décrivaient comme des gens aimables, ouverts, toujours prêts à donner un coup de main lors des événements de quartier. Ashley avait grandi dans un foyer aimant, disposant de toutes les ressources nécessaires pour s'épanouir. Il est donc difficile d'imaginer comment cette adolescente, apparemment si heureuse et épanouie, aurait pu nourrir des penchants aussi sombres. L'enquête, cependant, a révélé qu'Ashley se passionnait depuis plusieurs années pour l'étude de tueurs en série notoires. Par le biais de forums spécialisés et de lectures sur Internet, elle s'était petit à petit forgé une vision déviante de la supériorité intellectuelle, en prenant pour modèle des criminels qui, selon elle, avaient marqué l'histoire par l'ingéniosité de leurs méthodes. Certes, de nombreux adolescents s'intéressent à des sujets macabres par simple curiosité, mais dans le cas d'Ashley, cette fascination semble avoir nourri en silence un profond désir de reconnaissance et de pouvoir. Elle confierait plus tard que tuer lui semblait être le moyen le plus direct de mettre son intelligence à l'épreuve, dans une sorte de défi morbide, tout en assouvissant une pulsion qu'elle décrivait comme incontrôlable. La victime dont la mort a véritablement lancé l'alerte fut un étudiant de 19 ans, retrouvé en janvier 2021 dans les environs boisés à l'est de Lakewood. La scène, découverte par un passant qui promenait son chien, était particulièrement violente. Le jeune homme avait reçu de multiples coups de couteau, infligés avec une rage évidente. Les enquêteurs, dirigés par un principal détective chevronné, crurent d'abord à un meurtre commis par un adulte.
La violence inouïe et la nature méthodique de l'attaque laissaient Mickey penser à une personne physiquement plus imposante, peut-être un individu animé par une rancune personnelle. D'ailleurs, le premier témoin de la scène, en décrivant le cadavre, assurait qu'il aurait été impossible qu'un adolescent ou une adolescente de gabarit ordinaire inflige autant de blessures. Cette première supposition s'inscrivait aussi dans la logique statistique. Les meurtres en série impliquant une si jeune personne comme auteur restent relativement rares, et la police privilégiait l'hypothèse d'un homme adulte, peut-être un marginal qui en voulait aux jeunes étudiants prometteurs. Toutefois, les indices restaient rares, aucune trace de lutte apparente en dehors des coups constatés, pas d'empreinte digitale identifiable, pas de témoin qui ait aperçu quoi que ce soit de suspect dans les environs. Si ce premier cas avait déjà ébranlé la communauté de Lakewood, l'angoisse monta d'un cran lorsqu'un deuxième corps fut retrouvé au mois de mars, puis un troisième au début du mois de mai, dans des circonstances similaires. Chaque fois, un jeune homme d'une vingtaine d'années, étudiant sérieux et apprécié, assassiné avec de multiples coups de couteau dans des lieux peu fréquentés. Les articles de presse locale commencèrent à faire monter la panique, et le service de police de Lakewood reçut un renfort, venu d'autres juridictions, car on suspectait désormais l'existence d'un tueur en série. Les enquêteurs organisaient des réunions publiques pour mettre en garde les habitants, en particulier les étudiants, leur recommandant de ne pas circuler seuls dans des zones isolées et de redoubler de vigilance à la nuit tombée. Personne n'imaginait alors qu'une jeune fille vivant dans l'un des quartiers les plus calmes était en fait au cœur de cette horreur. Les enquêteurs se focalisèrent rapidement sur un profil psychologique hypothétique, celui d'un homme solitaire d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années, jaloux de la réussite des étudiants ou poussé par une forme de haine envers la jeunesse. Plusieurs suspects furent brièvement considérés, un ancien employé de l'université du coin, un voisin ayant déjà fait l'objet de plaintes pour comportement agressif, ou encore un individu sans domicile fixe aperçu rôdant près du campus. Ces pistes, cependant, tournaient court. Les alibis se révélaient solides, ou les éléments de preuve, empreintes, relevés téléphoniques, vidéosurveillance, ne concordèrent pas. La frustration gagnait les membres de l'équipe de police, d'autant que la violence de chaque meurtre laissait planer l'idée d'un individu déterminé et particulièrement cruel. Plusieurs officiers notèrent cependant un fait intrigant. Les 3 victimes provenaient toutes d'établissements reconnus pour leur excellence académique et chacune faisait partie de la frange la plus performante de sa classe. Sans lien direct entre elles, hormis cette réussite scolaire remarquée, la piste restait cependant trop abstraite pour parvenir à un suspect concret. Derrière les murs de la maison des Parker, rien ne laissait soupçonner l'implication d'Ashley. Elle continuait à se rendre au lycée et ramenait régulièrement des notes exemplaires. Dans les couloirs, on la voyait souvent discuter avec des camarades, plaisanter avec le conseiller d'orientation ou s'attarder en fin de journée pour préparer les compétitions de débat. Elle maintenait ce sourire poli et ce comportement avenant qui la rendait si appréciée. Ses parents, tout occupés par leurs affaires juridiques respectives, n'avaient aucune raison de s'inquiéter. Ils voyaient en elle une adolescente studieuse, parfaitement sur la voie de l'entrée dans une grande université. Son père parlait souvent de ses espoirs de la voir intégrer une prestigieuse faculté de droit ou de médecine, tant il la savait rigoureuse et douée pour l'analyse. Certains soirs, Hélène l'aidait à préparer ses devoirs ou discutait avec elle de questions éthiques, sans jamais déceler l'ombre d'une pensée criminelle. Tout semblait si normal que l'idée même qu'Ashley puisse nourrir des idées violentes n'effleurait personne. D'ailleurs, dans les quelques lignes de son journal intime qu'elle rendrait public plus tard, elle expliquait comment elle avait appris à jouer différents rôles pour se protéger. La fille parfaite devant ses parents et ses professeurs, l'amie loyale pour ses camarades, et l'observatrice froide et calculatrice lorsqu'elle étudiait les cas de tueurs en série.
Le destin bascula le 14 juin 2021. Cette date, restée gravée dans la mémoire de Lakewood, marqua un tournant irrévocable pour la famille Parker. Robert Parker décida de rentrer plus tôt que prévu ce jour-là, profitant d'un moment de répit dans un dossier judiciaire complexe. Il pensait faire une surprise à sa fille en l'emmenant dîner au restaurant pour célébrer ses bons résultats de fin d'année. Arrivé dans la maison, il constata l'absence de bruit et supposa qu'Ashley était sortie avec des amis ou s'était installée dans sa chambre pour lire. Il remarqua la porte de la chambre d'Ashley entr'ouverte et eut le réflexe de toquer doucement, par pure politesse paternelle. N'obtenant pas de réponse, il entra et vit tout de suite un livre ouvert sur le lit, des cahiers, un ordinateur portable. Rien de suspect à première vue. C'est en se baissant pour ramasser un stylo tombé sur le sol qu'il aperçut ce qui semblait être un compartiment dissimulé sous le lit. Intrigué, et sans doute poussé par une curiosité innocente, il souleva le matelas. Il ne s'attendait pas à découvrir autre chose que des babioles adolescentes, journaux intimes, souvenirs d'enfance ou quelques passions qu'Ashley aurait voulu garder secrètes. À la place, il tomba nez à nez avec un couteau maculé d'une tache sombre et séchée, ainsi qu'un petit tas d'objets hétéroclites, un porte-clés, une montre, des photographies d'identité. Sur le moment, il ne comprit pas. Le choc fut tel qu'il recula, perdu. Il réalisa que ces objets, ces souvenirs, ne pouvaient appartenir à Ashley. C'était à l'évidence des affaires personnelles d'inconnus. Et le couteau, enduit de ce qui ressemblait à du sang, éveillait l'idée d'un crime abominable. Dans un mélange d'incrédulité et de panique, il se mit à tout inspecter. Sur la tranche de la lame, il remarqua des initiales gravées qui ne correspondaient à aucun membre de la famille. Parmi les objets, il y avait aussi de petits carnets griffonnés de phrases courtes, mêlant descriptions précises des attaques et commentaires arrogants sur la fragilité des victimes. C'est à ce moment qu'Hélène rentra à la maison, et Robert, encore tremblant, l'appela d'une voix blanche. Lorsqu'elle découvrit, elle aussi, le contenu de la cachette, son premier réflexe fut de penser à un coup monté ou à un acte de chantage visant sa fille. Comment imaginer qu'Ashley, la prunelle de leurs yeux, eût pu commettre quelque chose d'aussi atroce? Pourtant, très vite, leur terreur grandit devant l'évidence. Ces objets, accompagnés d'un cahier tenu comme un journal de bord, racontaient noir sur blanc les détails de plusieurs meurtres. Certaines pages décrivaient même les intentions futures d'Ashley, ses plans pour la prochaine fois, l'endroit où elle comptait attirer sa victime, la date approximative. Le sang d'Hélène se glaça en lisant les mots « Je ne peux plus m'arrêter », écrits d'une main déterminée. Les Parker, en tant qu'avocats, connaissaient la valeur probante de tels écrits. C'était un aveu direct, presque une signature incriminante, qu'un procureur n'aurait aucune difficulté à faire valoir. Soudain, Ashley entra dans la pièce. Voyant ses parents fouiller sous son lit, elle se raidit un instant, puis esquissa un sourire étrange, comme si la scène n'était pas réellement une surprise. Robert et Hélène se tournèrent vers leur fille, le regard empli de peur, cherchant désespérément une explication rationnelle. Ashley se contenta de les regarder avec calme, puis déclara d'une voix étonnamment posée « Je suppose que c'est fini. » Hélène, au bord des larmes, la supplia de nier, de leur dire que tout cela n'était qu'un horrible malentendu. Mais Ashley, sans émotion apparente, confirma froidement qu'elle avait bien tué ses étudiants, qu'elle l'avait fait pour ressentir le frisson d'un pouvoir absolu, et qu'elle comptait recommencer. Dans un élan de sincérité glaçante, elle expliqua que les victimes lui paraissaient trop satisfaites de leur réussite et qu'elle prenait plaisir à détruire cette assurance. Elle se mit même à décrire avec méthode la façon dont elle abordait chaque victime, la sélection minutieuse de son arme, la planification de l'heure et du lieu où elle frapperait. Effarés, Robert et Hélène comprirent qu'ils devaient alerter la police sur le champ.
mais dans le même temps, la réalité de ce qu'ils faisaient, dénoncer leur propre enfant, les bouleversait. Ashley, sans manifester la moindre culpabilité, leur dit qu'elle était prête à assumer les conséquences de ses actes, car la gloire du geste, la postérité de son histoire, lui importait en plus que sa propre liberté. Il n'existait aucun doute. Elle était lucide, consciente et déterminée. Dans l'heure qui suivit, Robert appela le poste de police de Lakewood. Les officiers, incrédules, firent irruption dans la maison, scrutant Ashley comme un monstre insoupçonné. L'adolescente ne chercha pas à fuir ou à nier. Elle demeura impassible pendant que les enquêteurs examinaient la cachette, prenaient des photos et confisquaient les objets compromettants. La découverte du journal retraçant les meurtres, riche en détails qui n'avaient jamais été rendus publics, ne laissait aucune place au doute quant à la culpabilité de la jeune fille. Les agents chargés de l'affaire tombèrent des nues. Comment cette frêle adolescente avait-elle pu se transformer en tueuse en série? À quand remontait ce basculement moral? Les parents, anéantis, répondirent comme ils purent aux questions de la police, tout en commençant déjà à mesurer les répercussions irréversibles de cette révélation. Leur réputation, leur carrière, leur relation avec Ashley, tout basculait. À ce moment précis, l'inspecteur principal, un homme expérimenté qui avait mené de nombreuses affaires violentes, décida de traiter Ashley comme n'importe quel suspect adulte, tant la gravité des faits l'exigeait. Elle fut donc emmenée en garde à vue, menottée, sous l'œil effaré de Robert et Hélène, incapable de prononcer la moindre parole pour la défendre. Durant les jours qui suivirent, les enquêteurs examinèrent chaque détail du journal macabre d'Ashley. On y lisait des réflexions cyniques sur la vulnérabilité des victimes, des observations méticuleuses sur les horaires de leurs cours, et même une classification de leurs points forts et de leurs points faibles. À l'évidence, elle avait tout préparé avec un sang-froid impressionnant. La police envoya immédiatement le couteau retrouvé chez un spécialiste en analyse médico-légale qui confirma que les échantillons de sang correspondaient à ceux des 3 victimes assassinées en début d'année. Par ailleurs, les objets personnels retrouvés sous le lit correspondaient aux affaires signalées, comme manquantes par les familles endeuillées, scellant ainsi toute possibilité de doute. Les médias, alertés par cette découverte fracassante, s'emparèrent de l'histoire en un éclair. Les noms de Robert et d'Hélène Parker furent placardés sur toutes les chaînes locales, associant leur image de respectabilité à ce cauchemar. Certains journalistes n'hésitèrent pas à qualifier Ashley de tueuse à l'âme de glace ou encore de prédatrice la plus inattendue de l'État. Pendant la période d'instruction et de détention provisoire, Ashley fut examinée par plusieurs spécialistes en psychologie et psychiatrie afin de déterminer si elle était apte à être jugée. Les examens conclurent à l'absence de troubles mentaux majeurs, de nature à altérer son discernement. Elle n'était ni délirante, ni incapable de comprendre la portée de ses actes. Ces déclarations, néanmoins, révulsaient plus d'un thérapeute. D'après certains témoignages venus des centres de détention pour mineurs, elle se montrait impassible, presque fière, lorsqu'on abordait le sujet de ses meurtres. Son comportement restait très calme, comme si elle prenait une certaine forme de satisfaction à choquer son entourage. Au fil de l'enquête, les détails sur sa méthodologie macabre nourrirent l'effroi général. Elle utilisait sa jeunesse et son aura de bonne élève pour instaurer la confiance, aborder les victimes sous un prétexte anodin, puis les attirait dans un endroit isolé. S'ensuivaient des coups de couteau multiples, portés avec une violence qui témoignait d'une rage féroce. Après quoi, elle emportait un souvenir de la scène qu'elle cachait soigneusement. Dans son journal, elle justifiait cet acte en expliquant qu'il s'agissait pour elle d'une forme de trophée prouvant sa victoire sur des personnes qu'elle considérait comme arrogantes. Pourtant, en dépit de l'horreur de la situation,
certains juristes se demandaient si la justice pouvait mettre en cause une mineure comme on le ferait d'un adulte. La loi du Colorado est complexe en la matière. Un mineur peut être jugé comme adulte en cas de crime particulièrement grave, et plusieurs affaires antérieures l'avaient déjà démontré. Les procureurs firent valoir que les meurtres commis par Ashley étaient d'une sauvagerie et d'une préméditation telle qu'il n'existait aucune raison de la considérer autrement qu'en tant qu'adulte pénalement responsable. En parallèle, la défense, soutenue par certains experts, évoqua la possibilité de troubles psychiques ou de désordre de la personnalité, cherchant à faire valoir des facteurs atténuants. Robert et Hélène, bouleversés, semblèrent d'abord vouloir confier la défense de leur fille à un cabinet externe, redoutant d'être accusés de conflit d'intérêts ou d'incompétence morale. Mais, dans le même temps, ils se sentaient déchirés. Comment pouvaient-ils laisser Ashley sans défense, elle qui demeurait leur fille malgré ses crimes? Ils finirent par choisir un avocat réputé pour sa ténacité, espérant au moins obtenir un procès équitable et une forme d'évaluation psychologique approfondie. Lors de l'audience préliminaire, la juge expliqua que compte tenu de l'atrocité des meurtres, de la planification méthodique et de la gravité des charges, Ashley Parker serait formellement inculpée comme adulte pour 3 chefs de meurtre avec préméditation et un chef de tentative de meurtre, celui-ci portant sur un futur crime qu'elle avait planifié dans son journal. La nouvelle fit l'effet d'une bombe médiatique. D'un côté, le public éprouvait de la compassion pour les parents, mais de l'autre, la soif de justice et la volonté de comprendre comment un tel mal avait pu émerger chez une jeune fille alimentaient toutes les conversations. Les familles des victimes, anéanties, assistaient parfois aux audiences, pleurant la perte de leurs proches et regardant Ashley comme un monstre dépourvu de conscience. Nombreux étaient ceux qui estimaient qu'une telle tueuse ne méritait pas de recevoir le moindre traitement de faveur lié à son âge. Les débats du procès principal s'ouvrirent dans une atmosphère lourde. Les procureurs présentèrent un réquisitoire implacable, pointant du doigt les éléments de preuve accablants, le couteau, les objets volés et surtout les écrits d'Ashley, explicites au sujet de ses motivations et de la réalisation concrète de chaque meurtre. Ils appelèrent à la barre plusieurs agents de police, des techniciens de scène de crime, ainsi qu'un médecin légiste qui décrivit la brutalité des blessures infligées. L'horreur de ces descriptions suscita des pleurs chez certains proches des victimes, et même un dégoût manifeste au sein du jury. Les procureurs insistèrent sur l'idée d'une tueuse méthodique, parfaitement consciente de ses actes. Ils montrèrent certains passages du journal d'Ashley, où elle comparait ses victimes à des pantins faciles à manipuler, ou encore où elle se vantait de tromper la police en adoptant un air innocent. Du côté de la défense, l'avocat tenta de dépeindre Ashley comme une adolescente fragile, prise dans une spirale psychologique. Il fit citer à la barre un spécialiste qui parla de la plasticité cérébrale à l'adolescence, de la recherche d'identité extrême et du pouvoir de fascination que peuvent exercer les figures violentes sur un esprit immature. Il essaya également de faire admettre des témoignages sur d'éventuelles humiliations subies par Ashley au collège, sur des moqueries de ses pairs, cherchant à brosser le portrait d'une jeune fille vulnérable, psychologiquement isolée, et qui se serait vengée d'un monde qu'elle percevait comme hostile. Malheureusement pour la défense, rien dans le comportement d'Ashley ni dans sa correspondance ne laissait présager un climat familial dysfonctionnel ou des traumatismes apparents. Les Parker étaient là des parents aimants. Ils avaient offert à Ashley toutes les opportunités pour réussir. Ainsi, le jury peina à croire que cette adolescente n'eût été que le jouet d'une pathologie méconnue ou le produit d'un environnement délétère. Les psychiatres mandatés confirmèrent qu'Ashley présentait certes un profond manque d'empathie et une fascination pour le contrôle, mais n'était à ne pas parvenue à prouver un trouble mental du type psychose ou incapacité à discerner le bien du mal.
Au cours du procès, plusieurs témoins citèrent à la barre des observations sur la personnalité d'Ashley. Des camarades de classe la décrivaient comme aimable, studieuse, parfois distante, mais jamais violente. Le corps enseignant soulignait son intelligence remarquable et son aptitude à la prise de parole en public. Les voisins des Parker relataient la vision d'une fille serviable qui disait toujours bonjour et qui aimait jardiner avec sa mère. D'un autre côté, des experts en criminologie expliquèrent que ces apparences pouvaient masquer un trouble grave de la personnalité et que certains tueurs en série se montraient très doués pour la manipulation et le mensonge. Les jurés, partagés, semblaient néanmoins s'accorder sur un point. Les preuves matérielles et l'aveu d'Ashley ne laissaient aucune marge de manœuvre quant à sa responsabilité. Resterait seulement à définir la nature et la durée de la peine. Après plusieurs jours d'argumentation et de témoignages, la salle d'audience retint son souffle, alors que le jury se retirait pour délibérer. L'attente fut longue pour tout le monde. Robert et Hélène, assis au fond, ne savaient plus s'ils devaient espérer une condamnation moins sévère pour leur fille ou s'ils devaient faire face à la cruelle évidence. Ashley avait ôté la vie à 3 personnes et avait planifié un 4e meurtre. Comment aurait-il pu justifier le moindre traitement de faveur? Lorsque le jury revint, le verdict tomba comme une lame froide. Coupable de meurtre au 1er degré pour chacune des 3 victimes et coupable de tentative de meurtre pour la 4e. Au regard du droit en vigueur, la Cour la condamna à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Cette sentence reflétait non seulement la gravité des crimes, mais aussi l'absence totale de remords qu'Ashley avait manifesté. Dans la foulée, la juge prononça le jugement final, soulignant combien cette affaire était tragique pour toutes les personnes impliquées, y compris les parents de l'accusé. L'onde de choc fut totale. Le visage d'Ashley ne laissa transparaître aucune émotion particulière. Robert et Hélène, quant à eux, s'effondrèrent en larmes, comprenant qu'ils ne reverraient probablement plus jamais leur fille hors d'une prison. La presse relata chaque instant, multipliant les articles sur le thème. Comment un tel mal peut-il germer dans une famille si normale? Les Parker, submergés par la honte et la douleur, firent savoir qu'ils comptaient se déménager dès que possible, craignant la vindicte populaire et l'incompréhension de leurs propres amis. Certains voisins réagirent d'ailleurs avec hostilité, reprochant aux Parker leur manque de vigilance, comme s'ils avaient dû deviner la double vie de leur enfant. D'autres, plus compatissants, les assurèrent de leur soutien moral, même si le climat général du quartier restait pesant. Au fil des mois, le nom des Parker s'effaça peu à peu des gros titres, remplacé par d'autres sujets d'actualité. Ashley fut incarcérée dans un établissement pénitentiaire pour adultes, où elle suscitait une curiosité morbide. Une jeune fille, au visage presque enfantin, reconnue coupable de meurtres en série, c'était loin d'être ordinaire. Les autorités pénitentiaires mirent en place une surveillance particulière, craignant qu'elle ne constitue un danger pour elle-même ou pour les autres détenus. Cependant, son attitude en prison demeura étrangement calme. Elle lisait énormément, faisait peu de vagues, comme si elle vivait dans un monde intérieur. Quelques psychologues tentèrent de l'approcher, mais elle se contentait souvent de les toiser en esquissant un sourire énigmatique. Entre-temps, ses parents, profondément affectés, vendirent la maison de Lakewood, démissionnèrent de leurs cabinets juridiques respectifs et partirent s'installer dans un autre État, adoptant même de nouveaux noms de famille, pour échapper à la notoriété macabre qui s'était attachée à celui de Parker. Pour la communauté de Lakewood, la blessure resta béante. Les familles des victimes essayèrent tant bien que mal de se reconstruire. Un mémorial fut érigé non loin du bois où le premier étudiant avait été retrouvé, avec des plaques commémoratives rappelant la mémoire de ceux qui furent fauchés trop tôt.
Les étudiants qui fréquentaient le même lycée qu'Ashley eurent droit à une cellule de soutien psychologique pour tenter de comprendre comment l'une des leurs, réputée si exemplaire, avait pu commettre de tels actes. Les médias locaux discutèrent longtemps de la responsabilité de la société, s'interrogeant sur la culture de la performance scolaire ou sur la banalisation de la violence à travers certains forums Internet. Mais ces débats ne trouvaient pas de réponse univoque. La plupart des psychologues s'accordaient pour dire que le cas d'Ashley relevait d'une disposition individuelle d'une rare dangerosité, bien plus qu'un simple effet de contexte. En définitive, ce dossier laissa derrière lui une quantité de points d'interrogation sur la complexité de l'âme humaine. Comment une jeune fille choyée, sans signe apparent de maltraitance ou de déséquilibre, a-t-elle pu sombrer dans une spirale criminelle? Était-ce un désir de toute puissance, une pathologie narcissique, une faille émotionnelle masquée par un masque de perfection? Personne ne put apporter de réponse simple et définitive, et l'opinion publique resta médusée face à l'énormité de ce paradoxe. La cruauté la plus absolue, nichée dans le cœur d'une adolescente éduquée, entourée d'amour et de confort matériel. Aujourd'hui, plusieurs années se sont écoulées depuis la révélation de cette affaire. Ashley Parker, maintenant majeure, continue de purger sa peine sans la moindre possibilité de libération conditionnelle. Certaines rumeurs rapportent qu'elle aurait écrit, depuis sa cellule, de longues lettres détaillant encore plus précisément ses motivations, espérant un jour en tirer un livre qui la rendrait célèbre. Mais son avocat officiel aurait fait savoir que ces lettres ne verraient jamais le jour tant qu'il pourrait légalement s'y opposer, pour respecter la mémoire des victimes et éviter de glorifier de tels actes. De leur côté, Robert et Hélène vivent dans l'anonymat d'une autre région. Certains affirment qu'ils n'ont jamais repris de poste à haute responsabilité, se contentant de petits travaux juridiques à distance, préférant la discrétion pour panser des blessures si profondes qu'elles ne guériront sans doute jamais complètement. Beaucoup se demandent encore s'ils ont trouvé la force de rendre visite à Ashley en prison, ou si le traumatisme d'avoir mis au monde et élevé une meurtrière en série est trop lourd à porter. Je suis sincèrement émue en repensant à tout ce que ce drame a provoqué, à la fois pour les familles des victimes et pour la propre famille de la coupable. En tant que femme qui vous raconte ces récits, j'éprouve une compassion immense à l'égard de chacun de ceux qui ont perdu un être cher dans des circonstances aussi atroces, et je ne peux m'empêcher de frissonner en comprenant à quel point l'horreur peut se dissimuler derrière des façades ordinaires. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici pour découvrir les détails de cette affaire sordide, et j'espère que nous pourrons tirer de cette histoire de quoi réfléchir sur notre vigilance et notre compréhension de la nature humaine. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à explorer d'autres enquêtes présentées sur la chaîne, car j'ai encore de nombreuses histoires vraies de crimes à partager avec vous. J'ai à cœur de vous proposer de nouvelles affaires chaque semaine, alors si vous souhaitez continuer à plonger dans le monde complexe de la criminologie, n'hésitez pas à jeter un œil à ces contenus. Je vous promets encore de nombreux récits passionnants, toujours dans la même rigueur et la même volonté d'approfondir la compréhension de ces affaires. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles histoires.